Mon mari a vendu ma voiture sans me prévenir pour effacer sa dette. Quand j'ai demandé où était le reste de l'argent, il a ri. Je suis une femme de 32 ans. Le matin où j'ai compris que ma voiture avait disparu, je tenais déjà mes clés en main. J'allais partir au travail. J'ai ouvert la porte de l'immeuble, j'ai descendu les marches, j'ai levé les yeux vers la place où je me gare toujours, juste en bas. Il n'y avait rien. L'emplacement était vide. Pendant quelques secondes, mon cerveau a refusé de comprendre. J'ai regardé à gauche, à droite, comme si la voiture allait réapparaître par magie. Elle n'était nulle part. C'était un trou, à la fois normal et violent, dans mon quotidien. Au début, j'ai pensé au vol. Mon cœur s'est emballé. J'ai remonté les escaliers en courant, j'ai ouvert la porte de l'appartement, je suis entrée dans le salon en lançant une question rapide à mon mari. Je lui ai demandé où était la voiture, en lui disant que je ne la voyais plus en bas. Il était assis sur le canapé, en jogging, avec son téléphone à la main. Il m'a regardé avec un air complètement neutre. Il a lâché d'un ton tranquille qu'il l'avait vendue la veille. Aucune gêne. Aucune hésitation. Il a simplement ajouté que c'était pour régler une dette et que je devais me calmer. Sur le coup, j'ai cru que j'avais mal entendu. Je lui ai demandé de répéter. Là, il a commencé à lever les yeux au ciel, comme si j'étais en train de l'ennuyer avec une question idiote. Il a répété qu'il avait vendu la voiture, que de toute façon elle était sous-utilisée, que ça ne servait à rien de dramatiser, et que grâce à ça, il avait pu effacer une dette. Quand j'ai demandé pour quelle dette exactement, il a juste agité la main en disant que ce n'était pas important, que le principal était qu'il avait arrangé les choses. Quand j'ai demandé où était le reste de l'argent, il a ri. Un vrai rire, moqueur, comme si ma question était absurde. Il a répondu qu'il n'y avait pas de reste, que tout était parti dans sa dette. Ce rire m'a donné la nausée. Ce n'était même pas la vente en elle-même, sur le moment. C'était cette façon de prendre ça à la légère, alors que, pour moi, cette voiture représentait beaucoup plus qu'un tas de métal. Je m'appelle Léa. Je suis éducatrice spécialisée. Je me lève tôt tous les jours, je prends ma voiture pour aller d'un établissement à l'autre, j'accompagne des jeunes en galère. Ma voiture, je me la suis payée en travaillant, en économisant 100 € par 100 €. Je l'ai achetée avant même de rencontrer Thomas, mon mari. C'était ma première vraie fierté matérielle. Quand j'ai rencontré Thomas, il était déjà un peu dans les dettes. Il s'en plaignait souvent, mais il présentait ça comme des erreurs de jeunesse. Il parlait de crédit à la consommation, d'anciens projets qui avaient mal tourné, de coups de poker ratés sur des investissements. Il disait qu'il avait appris, qu'il ne referait plus les mêmes bêtises. Il me répétait que les choses étaient sous contrôle. Au début, j'ai voulu le croire. J'étais amoureuse, je voyais surtout le Thomas drôle, charmant, plein de projets. Quand on s'est mariés, on a mis nos noms sur certaines choses. L'appartement était en location, donc pas de propriété commune, mais pour la voiture, on avait discuté. La mienne était plus récente. On s'en servait surtout pour moi, mais aussi pour certains trajets communs. Un jour, il m'a proposé de mettre la carte grise à son nom, soi-disant pour faciliter des papiers d'assurance et une histoire de bonus. Il se présentait comme celui qui gérait mieux l'administratif. Il disait que ce serait plus simple sur le long terme. J'ai accepté, sans me douter que cette signature lui donnerait un pouvoir total sur ce qui, dans ma tête, restait ma voiture. Avec le temps, ces dettes ont fini par ressortir plus clairement. Des lettres arrivaient, parfois avec des logos de sociétés de crédit, parfois avec des menaces de relance. Il les ouvrait en douce, ou alors il les glissait dans un tiroir. Quand je lui posais des questions, il répondait que ce n'était rien, que c'était des vieilles histoires, qu'il gérait. Il disait qu'il ne voulait pas m'inquiéter avec ça. Parfois, il se mettait même en colère si j'insistais, en me reprochant de ne pas lui faire confiance, de le prendre pour un irresponsable. Il y avait aussi les jeux. Pas des casinos dans des endroits louches, mais des paris sportifs, des trucs en ligne. Au début, je trouvais ça anodin. Il me montrait des petits gains, il se vantait d'avoir gagné 50 € sur un match. Il présentait ça comme un hobby. Puis j'ai commencé à voir des montants qui sortaient de notre compte. Des retraits réguliers, des virements vers des sites de jeux. Quand je le questionnais, il répondait que c'était temporaire, qu'il allait se refaire,
qu'il suffisait d'un bon coup. Je me souviens d'une nuit, quelques mois avant la vente de la voiture, où il est rentré très tendu. Il tournait dans le salon comme un lion en cage. Il disait qu'il devait de l'argent à quelqu'un, qu'il avait fait confiance à un ami pour un investissement, que ça s'était mal passé. Il refusait de me donner des détails. Il répétait juste qu'il devait absolument trouver une grosse somme rapidement, sinon ça allait mal finir. J'ai essayé de le rassurer, de lui dire qu'on pouvait voir avec la banque pour rééchelonner certaines choses, qu'il ne fallait pas prendre de décisions extrêmes. Quand j'y repense maintenant, je comprends que, dans sa tête, la solution était déjà trouvée. Ma voiture était la seule chose de valeur qu'il pouvait liquider rapidement. Il savait que c'était la mienne. Il savait ce qu'elle représentait. Il savait que je en avais besoin pour travailler. Il a quand même décidé qu'elle était sacrifiable. Le matin où j'ai découvert sa disparition, j'étais en retard pour mon travail. Mais j'étais surtout en état de choc. J'ai appelé mon responsable pour inventer une excuse. Je n'avais pas la force de dire la vérité. J'ai simplement parlé d'un problème urgent à régler. Ensuite, je me suis assise à la table de la cuisine en face de Thomas. Je lui ai demandé calmement comment il avait pu vendre ma voiture sans même m'en parler. Il a répondu qu'il n'avait pas eu le choix. Il disait que c'était ça ou des problèmes plus graves. Il répétait qu'il avait fait ça pour nous, pour protéger notre couple, notre foyer. Je lui ai alors demandé combien il l'avait vendu. Il a donné un montant qui m'a semblé étrangement bas par rapport à la valeur du véhicule. Je connaissais les prix. Je savais combien je l'avais payé, combien elle valait encore. Je lui ai dit que ce chiffre ne collait pas. Il a haussé les épaules en affirmant que le marché était ce qu'il était, que la voiture avait plus de kilomètres qu'avant, que j'étais déconnecté de la réalité. Quand j'ai insisté, il a ri. Un rire sec, méprisant. Il m'a dit que j'étais obsédé par l'argent, que je m'en fichais de sa santé mentale, que je pensais à ma voiture avant de penser à la pression qu'il subissait. À ce moment-là, j'ai senti la colère prendre le dessus sur la tristesse. Je lui ai dit qu'il m'avait volé quelque chose qui était à moi, même si légalement, la carte grise était à son nom. Je lui ai rappelé que c'était mon salaire qui avait servi à la payer, que je m'étais privé pendant des années pour ça. Il a répondu que, dans un couple, il n'y avait pas de mon et ton, qu'il s'agissait d'un nous, et que si je commençais à parler comme ça, c'est que je ne croyais pas vraiment au mariage. Ce discours m'a fait mal parce qu'il mélangeait tout. Il se servait de l'idée du couple pour justifier un acte unilatéral. Il se cachait derrière la notion de nous pour effacer le fait qu'il avait décidé seul, sans me consulter, sans même me prévenir, de vendre ma seule autonomie matérielle. J'ai contacté la banque dans la journée. Je voulais comprendre l'ampleur de ses dettes. Je savais que certaines choses étaient à son nom, d'autres à nos deux noms. Quand le conseiller m'a détaillé les crédits en cours, j'ai senti le sol se dérober sous moi. Il y avait des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Un crédit renouvelable qu'il avait ouvert il y a un an en utilisant des documents communs. Un autre prêt à la consommation pris pour travaux qui n'avaient jamais eu lieu. Des mensualités qui s'accumulaient en silence. En revenant à la maison, j'ai posé les papiers sur la table. Je lui ai demandé des explications. Il s'est mis en colère. Il m'a reproché d'être allé fouiller derrière son dos. Il disait que c'était humiliant pour lui, qu'il se sentait castré dans son rôle d'homme, qu'il n'avait plus le droit de gérer quoi que ce soit sans que je débarque comme un contrôleur. Il retournait encore la situation. Il se présentait comme celui qu'on ne respectait pas, alors que c'était lui qui venait de me prendre un bien essentiel. Plus la journée avançait, plus j'avais l'impression d'étouffer. Non seulement il avait vendu ma voiture, mais je découvrais aussi que notre situation financière était bien pire que ce que je croyais. Les mensualités, les intérêts, les découverts, tout ça formait un mur. Et lui, au lieu d'assumer, se cachait derrière des phrases sur la pression, la virilité, le couple. J'ai décidé d'appeler mes parents. Je pensais qu'ils seraient immédiatement de mon côté. J'ai raconté ce qui s'était passé, dans les grandes lignes. Ma voiture vendue sans mon accord, la dette, le rire, le manque de transparence. Mon père est resté très silencieux. Ma mère a réagi en disant que c'était inacceptable, qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Elle disait que c'était une trahison de confiance. Sur le coup, ça m'a soulagée. J'avais besoin d'entendre que je n'étais pas folle.
Le soir, ils sont passés à la maison. J'avais demandé à Thomas d'être là pour s'expliquer. Il a joué un autre rôle devant eux. Il s'est montré prostré, penaud, presque victime de circonstances. Il a raconté qu'il se sentait submergé par ses dettes, qu'il avait voulu protéger notre foyer d'ennuis plus graves, qu'il avait paniqué. Il a parlé de ses erreurs, mais avec des mots qui sonnaient comme des excuses déjà préparées. Il insistait sur le fait qu'il avait fait ça pour nous préserver, pas pour se faire plaisir. À ma grande surprise, mon père a commencé à lui parler avec une certaine compréhension. Il disait qu'il savait ce que c'était de se retrouver pris dans un engrenage financier, qu'il ne fallait pas juger trop vite. Ma mère, qui était choquée au téléphone, a adouci son ton. Elle disait que c'était grave, oui, mais que tout le monde pouvait faire des erreurs, que l'important était qu'il reconnaisse maintenant, qu'il arrête les mensonges. Je les regardais basculer. J'avais l'impression que la gravité de l'acte disparaissait peu à peu sous les discours sur la fragilité masculine et la pression du quotidien. Quand mes parents sont partis, je me suis retrouvée seule avec Thomas. Il m'a dit que, finalement, ce n'était pas si dramatique, puisque même mes parents comprenaient. Il prétendait que j'étais la seule à dramatiser à ce point, à voir ça comme une trahison, alors que d'autres y voyaient une erreur possible à réparer. Il a conclu en me disant que si je continuais à réagir comme ça, je finirais par me retrouver seule, parce que personne ne supporterait un caractère aussi intransigeant. Le lendemain, je devais trouver une solution pour aller travailler. J'ai pris les transports, j'ai perdu du temps, j'ai vu concrètement ce que la perte de la voiture impliquait. Mes horaires sont variables, parfois je dois me déplacer rapidement entre deux lieux. Sans voiture, tout devient plus lourd, plus compliqué. Je sentais la colère revenir à chaque changement de bus. Quelques jours plus tard, j'ai eu une conversation avec une collègue à qui j'ai fini par me confier. Elle m'a posé une question toute simple, elle m'a demandé si je savais à combien exactement la voiture avait été vendue, et si j'avais vu le contrat de vente. Quand j'ai répondu que non, elle m'a regardé avec un mélange de compassion et de surprise. Elle m'a conseillé d'exiger les papiers, de ne pas me contenter de sa parole. Le soir même, j'ai demandé à Thomas de me montrer les documents de la vente. Il a commencé par esquiver, en disant qu'il ne les avait pas sous la main, que tout était chez le garagiste ou je ne sais quel intermédiaire. J'ai insisté. Fort. Au bout d'un moment, il a cédé et il a sorti un dossier. J'ai trouvé le contrat de cession. Le montant dessus n'avait rien à voir avec ce qu'il m'avait annoncé. Il avait clairement menti, en divisant presque le prix par deux dans sa version. En réalité, il restait bien une somme importante après le règlement de sa fameuse dette. Je lui ai demandé où était cette somme. Il a haussé les épaules. Il a dit qu'il avait dû payer d'autres choses, régler un découvert, rembourser un ami. Quand j'ai demandé des preuves, il s'est braqué. Il s'est mis à me reprocher de fouiller sa vie, de faire des comptes comme si j'étais sa mère, pas sa femme. Il répétait que c'était humiliant pour lui, que je l'enfonçais au lieu de le soutenir. Je voyais clairement ce qu'il se passait. Il m'avait volé, en me prenant ma voiture, puis en me mentant sur le montant. Il avait utilisé une partie pour sa dette, sûrement réelle, et le reste pour je ne sais quoi. Peut-être des jeux, peut-être d'autres plaisirs. Et maintenant, il tentait de me faire passer pour la contrôlante obsédée par l'argent. À partir de là, quelque chose s'est fissuré en profondeur chez moi. Ce n'était plus seulement un problème de dette. C'était un problème de respect, de loyauté, de confiance. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que Thomas me manipulait. Il jouait sur ma culpabilité, mon envie de sauver notre couple, ma peur de tout casser. Il se servait de mes valeurs contre moi. J'ai commencé à rassembler des documents. Contrats, relevés bancaires, preuves de montant, copies de courrier. Je voulais voir clair, noir sur blanc. Plus je creusais, plus je découvrais des choses. Il avait déjà vendu certains objets communs en douce. Un bijou de famille qu'on gardait, un appareil qu'on avait acheté ensemble. Toujours avec la même justification, une urgence, une pression, un moment de panique. Au milieu de ce chaos, j'ai aussi appris un autre détail qui m'a coupé le souffle. En parlant avec le concessionnaire où la voiture avait été vendue, j'ai appris que Thomas avait mentionné être le seul propriétaire, sans jamais signaler que le véhicule avait été financé par moi à l'origine. Ce n'était qu'un détail administratif pour eux. Pour moi, c'était un symbole.
Il m'avait effacé du récit même de cet achat. Il avait présenté cette voiture comme la sienne, donnée entièrement par ses moyens. Je n'existais plus dans cette histoire. À la fin d'une semaine de tension permanente, je me suis retrouvée assise, seule, dans la cuisine, avec tous les papiers étalés devant moi. J'ai pris conscience que je me trouvais dans un couple où mon mari se sentait autorisé à vendre ce qui m'appartenait, à mentir sur les montants, à rire quand je demandais où était le reste de l'argent. Je me rendais compte aussi que, autour de moi, une partie de ma famille et de la sienne avait déjà commencé à banaliser tout ça, à me demander de relativiser. Je pensais que j'avais touché le fond. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert le pire. La voiture n'était pas la seule chose qu'il avait engagée sans me le dire. En fouillant certains papiers, je suis tombée sur un contrat de crédit que je n'avais jamais signé consciemment, mais où mon nom apparaissait. Ma signature y figurait. Elle ressemblait vaguement à la mienne, mais avec des différences. Il avait utilisé mes papiers pour obtenir un autre prêt. À ce moment précis, j'ai compris que je n'avais pas seulement perdu une voiture. J'étais en train de perdre ma sécurité entière, et peut-être mon avenir financier. Quand j'ai vu ce contrat avec mon nom dessus, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Ce n'était plus seulement de la colère, ni même de la tristesse. C'était une sorte de vertige, comme si ma propre identité m'échappait. Mon nom, ma supposée signature, un montant que je n'avais jamais accepté, des mensualités qui couraient déjà. Et au bout de ce document, la trace de la main de mon mari. Je suis restée longtemps devant ce papier, sans bouger. Je revoyais toutes les fois où il avait pris ma carte d'identité pour refaire un truc rapide, remplir un formulaire, mettre à jour un dossier. Je n'avais jamais imaginé qu'il irait jusqu'à ça. Au fond, je savais qu'il mentait souvent. Mais je n'avais pas encore intégré qu'il était capable de me mettre légalement dans une situation dangereuse sans même m'en parler. Quand il est rentré ce soir-là, je l'attendais avec le contrat devant moi. Je lui ai montré. Il a d'abord joué la surprise, puis il a minimisé. Il a expliqué que c'était un petit crédit, qu'il comptait le rembourser rapidement, qu'il ne m'en avait pas parlé pour m'éviter de stresser. Il disait que ce n'était pas un vrai faux, puisqu'il savait que j'aurais accepté si je avais été au courant, vu que c'était pour sauver notre situation. Cette façon de tourner les choses m'a coupé le souffle. Il présentait son faux comme un geste d'amour. Il prétendait que, quelque part, j'étais d'accord par principe, même si je ne l'avais jamais été concrètement. Il transformait mon absence de consentement en un consentement implicite. Je lui ai demandé s'il se rendait compte que ce qu'il avait fait était grave, que c'était illégal, que ça pouvait me retomber dessus. Il a haussé les épaules. Il disait que personne n'irait vérifier, que tant que les mensualités étaient payées, il n'y aurait aucun problème. Il répétait que je dramatisais toujours tout, que je prenais tout au pied de la lettre. À partir de là, mon regard sur lui a changé définitivement. Ce n'était plus mon mari maladroit avec l'argent. Ce n'était plus juste un homme perdu dans ses dettes. C'était quelqu'un qui utilisait ma confiance comme une ressource. Il prenait ce qu'il arrangeait, qu'il s'agisse de mon salaire, de mes papiers, de ma voiture. Et quand je le confrontais, il me faisait passer pour l'exagéré. J'ai pris rendez-vous dans un cabinet de conseil juridique. Je voulais savoir ce que je pouvais faire, ce que je risquais, comment me protéger. La juriste m'a expliqué calmement que, sur le plan de la voiture, si la carte grise était à son nom, il était difficile de revenir sur la vente. J'ai senti mon estomac se nouer. Pour le crédit, elle m'a dit qu'en théorie, je pouvais contester la signature, demander une expertise, prouver que je n'avais jamais signé. En pratique, ça prendrait du temps, de l'énergie, et ça mettrait notre couple en guerre ouverte. Elle m'a posé une question simple, elle m'a demandé si je me sentais en sécurité avec cet homme, pas seulement physiquement, mais dans ma vie globale. Sur le moment, j'ai eu envie de répondre que oui, parce qu'il ne m'avait jamais frappé, parce qu'il ne criait pas constamment. Puis j'ai repensé à tout ce que j'avais découvert. À cette voiture vendue en douce, à ce rire quand j'ai demandé où était le reste de l'argent, à ces crédits ouverts avec mon identité. J'ai compris que la sécurité, ce n'est pas seulement l'absence de coûts. C'est aussi le fait de ne pas se réveiller un jour avec des dettes qu'on n'a jamais prises. J'ai commencé à envisager sérieusement la séparation. Rien que le mot me faisait peur. Je me disais que ce serait un échec, que je n'avais pas signé pour divorcer après quelques années. Je réfléchissais à Hugo, à ce que ça représenterait pour lui.
Mais j'avais aussi conscience que rester signifiait vivre avec une épée au-dessus de la tête, sans savoir ce que Thomas ferait encore avec mon nom, mes biens, mes revenus. J'en ai parlé à mes parents. Ma mère a été bouleversée. Elle m'a dit que pour elle, la limite avait été franchie depuis longtemps, et que maintenant, on glissait dans quelque chose de presque criminel. Mon père était partagé. Il disait que falsifier une signature, c'était très grave, mais il revenait toujours à la phrase sur le fait que Thomas avait l'air perdu, plus que malveillant. Il me conseillait de prendre encore un peu de temps, de faire un ultimatum, de voir s'il pouvait se reprendre. J'ai aussi tenté de parler à la sœur de Thomas. Je pensais qu'elle pourrait l'influencer. Elle m'a répondu que son frère avait toujours été comme ça avec l'argent, que ce n'était pas nouveau, qu'il avait fait la même chose à leurs parents plus jeunes. Elle ajoutait qu'ils avaient fini par lui pardonner, qu'ils ne pouvaient pas le laisser tomber, qu'il avait besoin d'être entouré. Elle me disait que ma position était compréhensible, mais qu'elle espérait que je ne prendrais pas de décision radicale. Encore une fois, j'entendais la même chose, on reconnaissait que ce qu'il faisait était grave, mais on me demandait de ne pas réagir trop fort. Comme si ma lucidité était une menace, alors que ces actes étaient censés être juste des erreurs de parcours. Pendant ce temps, la réalité financière continuait de me rattraper. Les mensualités du crédit signé en mon nom arrivaient. Les prélèvements se faisaient sur notre compte commun, alimenté principalement par mon salaire, puisque Thomas, lui, avait des revenus instables. Il avait des missions, des contrats, mais rien de fixe. Il utilisait souvent son manque de stabilité comme excuse pour expliquer pourquoi il avait besoin de jouer avec l'argent, de prendre des risques, de faire des coups. Un soir, alors que je rentrais d'une longue journée, j'ai trouvé une enveloppe posée sur la table. C'était un courrier de relance d'une société de recouvrement concernant justement ce crédit litigieux. Il signalait des retards, des intérêts, des menaces de poursuite. J'ai vu rouge. J'ai demandé à Thomas pourquoi les mensualités n'avaient pas été payées correctement. Il a répondu qu'il avait dû prioriser d'autres dettes, qu'on ne pouvait pas tout faire, qu'il fallait choisir. Je lui ai rappelé que ce crédit n'était même pas censé exister pour moi, que c'était déjà un miracle que je ne sois pas allé immédiatement porter plainte. Il m'a alors lancé une phrase qui m'a glacée. Il m'a dit que s'il avait su que je réagirais comme ça, il n'aurait jamais pensé à moi comme une partenaire, mais comme une ennemie. Il inversait encore tout. Dans son esprit, il était la victime de ma rigueur, pas l'auteur d'un faux. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je me suis mise à imaginer tous les scénarios. Si un jour je perdais mon travail, comment ferais-je face à toutes ces dettes? Si je voulais louer seul un appartement, que diraient les dossiers avec mon nom associé à ces crédits? Je voyais mon avenir comme une route pleine de trous qu'il avait creusés sans même me prévenir. Le point de bascule final est arrivé quelques semaines plus tard. Un samedi matin, quelqu'un a sonné à la porte. 2 hommes se sont présentés comme venant pour un recouvrement. Ils cherchaient Thomas, mais ils avaient mon nom aussi sur leurs documents. Ils parlaient calmement, mais leurs mots étaient lourds. Ils évoquaient des retards, des menaces de saisie, des procédures possibles. Je les ai fait entrer dans le salon. Thomas n'était pas là. J'ai écouté tout ce qu'ils avaient à dire, en silence. Quand ils sont partis, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Thomas. Je lui ai expliqué ce qui venait de se passer. Il a répondu avec une nonchalance qui m'a donné envie de hurler. Il disait que ce n'était que des intimidations, qu'ils ne saisiraient rien, qu'ils enverraient encore quelques lettres, que ça allait s'arranger. Il ajoutait que je m'affolais toujours pour rien. Je pense que c'est ce contraste qui m'a achevé. D'un côté, des étrangers qui venaient chez moi avec des papiers qui engageaient mon nom et ma tranquillité. De l'autre, mon mari qui traitait ça comme un bruit de fond sans importance. J'ai senti à ce moment précis que je ne pourrais pas continuer à vivre avec quelqu'un qui ne prenait pas au sérieux ce qui pouvait ruiner ma vie. Le soir même, j'ai annoncé à Thomas que je voulais qu'on se sépare. Il a éclaté de rire au début, pensant que je exagérais encore. Puis, en voyant que je restais sérieuse, il s'est énervé. Il m'a accusé de fuir au lieu d'assumer avec lui. Il disait que j'avais profité de lui quand tout allait bien, que maintenant que c'était difficile, je le laissais tomber. Il répétait que ce n'était pas ça, le mariage. Il s'accrochait à une image du couple où je devais rester, quoi qu'il fasse, sous prétexte qu'on avait prononcé des promesses. Quand j'ai parlé de séparation à ma famille, les réactions ont été partagées. Ma mère m'a soutenue,
même si ça lui faisait mal. Elle disait que là, on ne parlait plus d'une simple erreur, mais d'un schéma dangereux. Mon père, lui, a eu du mal à accepter. Il me répétait que tout le monde avait des défauts, que Thomas était inconséquent, oui, mais qu'il n'était pas violent, qu'il ne me trompait pas, du moins à notre connaissance, qu'il m'aimait à sa manière. Il disait que casser un mariage pour du financier était triste. Je savais qu'il ne comprenait pas. Ce n'était pas juste du financier. C'était tout ce que ça représentait derrière, le mensonge, la falsification, la vente en douce de ce qui était à moi, le rire quand j'ai demandé où était le reste de l'argent, comme si ma question n'avait pas de valeur. Du côté de la famille de Thomas, c'était encore pire. Sa mère m'a appelé pour me reprocher ma décision. Elle disait que j'avais toujours su que son fils était nul avec l'argent, que je ne pouvais pas faire semblant de découvrir ça maintenant. Elle ajoutait que les dettes, ça se rembourse, qu'une voiture, ça se rachète, mais qu'un couple, ça se reconstruit difficilement. Elle me faisait passer pour une femme matérialiste, attachée à sa voiture plus qu'à son mariage. J'ai entendu cette phrase partout. On me répétait que ce n'était que une voiture. Que ce n'était que de l'argent. Que ce n'était que des papiers. Personne, ou presque, ne voulait voir que, derrière, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, la certitude que mon mari se sentait autorisé à disposer de moi, de mes biens, de mon identité, sans mon accord. La certitude qu'il rigolait quand je osais demander des comptes. La procédure de séparation a été compliquée, surtout à cause de l'argent, justement. Pour un certain nombre de crédits, on était engagés ensemble. Pour d'autres, c'était uniquement moi sur le papier, même si je n'avais jamais consenti. Il a fallu lancer des démarches pour contester certaines choses. Les banques n'étaient pas pressées. Les experts prenaient du temps. Pendant des mois, j'ai vécu avec cette impression d'avoir un sac rempli de pierres sur le dos. Thomas, lui, se présentait comme un homme détruit par une femme qui n'avait pas su supporter la réalité. Il racontait à qui voulait l'entendre que je l'avais quitté pour des histoires d'argent, que j'avais abandonné le navire, que je n'étais pas capable de loyauté dans les moments difficiles. Certains l'ont cru. D'autres savaient très bien ce qu'il valait avec l'argent, parce qu'ils en avaient déjà souffert. J'ai dû refaire ma vie matérielle depuis zéro. J'ai cherché un petit logement seul, avec un loyer que je pouvais assumer malgré les mensualités. J'ai recommencé à prendre les transports, à réorganiser mon travail, à accepter d'être aidé parfois par mes parents pour garder mon fils quand tout se bousculait. J'ai mis des années à me remettre financièrement. Les dettes qu'il avait ouvertes avec mon nom ne se sont pas effacées magiquement. J'ai choisi de me battre pour certaines, de les contester, de les réduire. Pour d'autres, j'ai choisi de les rembourser entièrement pour en finir plus vite, même si c'était injuste. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'important. Au début, je pensais que le moment le plus traumatisant de cette histoire, c'était la découverte de la place vide en bas de chez moi. Ce vide à l'endroit où ma voiture devait être. En réalité, le moment le plus violent, c'est ce rire. Ce rire que Thomas a laissé échapper quand j'ai demandé où était le reste de l'argent. Ce rire qui disait clairement qu'il ne me prenait pas au sérieux, que je n'avais aucun droit, que ma question était presque ridicule. Ma famille, une partie en tout cas, m'a longtemps répété que j'avais réagi trop fort. Qu'une voiture, ça se rachetait. Que les dettes, ça se gérait. Que j'aurais pu donner une seconde chance. Et chaque fois que j'entendais ça, je revoyais son sourire moqueur en face de moi, ce matin-là. Je revoyais ses épaules qui se haussaient, son ton léger pour parler d'une vente qui changeait complètement ma vie quotidienne. Mon mari a vendu ma voiture sans me prévenir pour effacer sa dette. Quand j'ai demandé où était le reste de l'argent, il a ri. Ce jour-là, j'ai compris que pour lui, mon travail, mes efforts, mes sacrifices, ma fierté d'avoir acheté ce véhicule ne pesait rien face à sa capacité à se sauver lui-même de ses désastres. Aujourd'hui, je n'ai plus cette voiture, et je porte encore les traces de ses dettes sur mes relevés. Mais au moins, je ne vis plus avec quelqu'un qui se croit autorisé à disposer de moi comme d'un compte bancaire ambulant. Je ne sais pas si, un jour, je arriverai à refaire confiance financièrement à quelqu'un. Je sais simplement que plus jamais je ne laisserai mes papiers traîner, plus jamais je ne mettrai un bien important à un autre nom que le mien par confort administratif, plus jamais je ne laisserai passer un rire comme réponse à une question légitime sur de l'argent commun. On me dira peut-être encore que je réagis trop fort. Tant pis.
Je préfère être celle qui met des limites claires plutôt que celle qui se réveille un matin avec une place vide sous sa fenêtre et un mari qui trouve ça presque drôle. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.